On va poursuivre maintenant avec l'invité du jour et une simple question. Peut-on investir en temps de crise? Eh bien, c'est le sujet dont nous parlons avec notre invité, Muntu Kokou Chamsi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Samuel. Merci à vous de notre invité. Vous êtes l'initiateur du Fonds d'investissement populaire et premier gérant de la société d'investissement INABI, également directeur exécutif de l'ONG ASDI. On s'est déjà retrouvé plusieurs fois pour évoquer les questions d'investissement. Nous sommes, on le sait, en temps de crise sanitaire surtout, crise sanitaire qui rime avec difficultés économiques. Est-ce que ça a d'abord des impacts sur vos activités? Oui, effectivement, la crise a vraiment beaucoup d'impact sur nos activités, et dans la mesure où nos prévisions n'ont pas été atteintes pour l'année 2020. Les prévisions étaient quoi exactement? Nos prévisions, c'est le volume de mobilisation, par exemple, qu'on voulait atteindre. Et donc, la plupart de nos prospects nous disaient clairement qu'ils ont des difficultés face à cette histoire de coronavirus qui a bloqué les mouvements, qui a bloqué les importations d'un certain nombre de produits. Et ce qui fait que beaucoup ont vraiment des difficultés actuellement même à boucler les deux bouts. Oui. Voilà. Alors, ça montre qu'en temps de crise, c'est difficile d'investir. C'est paradoxal. Normalement, c'est en temps de crise qu'il faut vraiment investir. Mais nous sommes dans des pays pauvres et donc nous avons des difficultés déjà pour avoir le pain quotidien. Oui, déjà et donc, en temps normal, c'est déjà difficile. Maintenant, en temps de crise, il faut voir comment on arrive à boucler la boucle avant d'économiser et d'investir. Néanmoins, je peux dire que normalement, c'est en temps de crise qu'il faut vraiment investir parce que toute crise n'est que opportunité. Et donc, dès le début de cette crise coronavirus, j'avais sorti des petits tests pour inviter nos gouvernants et autres à promouvoir plutôt l'investissement. Par exemple, au lieu d'importer les masques, on pouvait créer de grands centres de fabrication de ces masques, importer juste le tissu et fabriquer ces masques-là sur place. On pouvait même profiter de cette crise-là pour mettre en place une unité de transformation de notre coton en produit fini. Oui. Voilà. C'est des opportunités, en fait. Alors, vous parlez d'opportunités en temps de crise, mais, et vous l'avez aussi bien rappelé, la difficulté dans des pays comme les nôtres, c'est que déjà en temps normal, on tire le diable par la queue, il y a ça, et puis de l'autre, c'est que la question d'investissement n'est pas une culture dans nos pays. Effectivement, l'investissement n'est pas une culture et vraiment, c'est aussi difficile de voir que nos gouvernants ne font rien pour corriger cela. C'est vraiment aberrant, ça fait peur. Parce que, quelque part, aucun pays au monde ne peut se développer avec l'investissement étranger. Et nos pays africains semblent jouer à ce jeu dangereux qui, au finish, va faire en sorte que les pays africains vont dépendre, en fait, des autres pays. Aujourd'hui, les investissements de la Chine au Togo, on ne peut pas les évaluer, ainsi que ceux de l'Occident. Alors, pour qu'un pays se développe, on sait très bien que le salaire n'enrichit pas. On sait très bien également que l'emploi, que ce soit temporel ou quel que soit son truc, ne peut pas enrichir. C'est l'investissement. Alors, nos gouvernants ont le devoir de commencer par cultiver cette façon d'amener la population à investir. Parce qu'à chaque fois, faire appel à l'investissement étranger pour tel ou tel domaine finit par faire croire à la population locale que leur propre investissement doit servir à autre chose. Et ça se passe aujourd'hui. Je vous assure, monsieur Samuel, que c'est des milliards et des milliards qui sortent de ce pays chaque mois dans des pseudo-investissements où on promet aux gens des gains faramineux du jour au lendemain. Et nous tous, on sait comment ça finit toujours. Il y a eu plein d'autres par le passé et qui n'existent plus. D'autres viennent. Mais les gens courent derrière ce gain que je qualifie entre griffes de facile parce qu'on nous a pas montré la voie.
Au même moment que nous exportons des milliards pour financer d'autres créneaux, les personnes ou bien les personnes avisées, oui, des autres pays viennent prendre les vrais business chez nous. Vous voyez un peu le paradoxe? Oui, il faut qu'on apprenne maintenant à investir là où il faut, quand il faut. Alors là, on est effectivement en temps de crise et il est très difficile aujourd'hui de prévoir à quand le bout du tunnel. Dans ces conditions et où déjà les salaires sont très très faibles, la majorité des personnes actives est dans l'informel, comment on investit? On investit pas de gros moyens, mais de petits moyens. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, nous, on a lancé cette initiative du Fonds d'investissement populaire qui ne veut pas que les gens viennent investir des centaines de millions ou bien même des centaines de mille à partir de 5 000 francs CFA. Parce que oui, on le dit, il y a la crise, mais quand même, les gens boivent toujours la bière. Et je vous le dis, des centaines de milliards sortent de ce pays dans des pseudo-investissements. Et dans ces réseaux-là, vous allez voir que les investissements, c'est à partir de 100 000, 200 000, 500 000 même. Mais nous, on demande juste un grand nombre d'investisseurs avec un petit moyen. Imaginez juste chaque Togolais, non, prenons juste 1 million de Togolais, qui mettent ne serait-ce que 5 000 francs CFA dans un fonds chaque fin de mois. Ça fait 5 milliards. Pour 5 millions, pour 1 million de Togolais, ça fait 5 milliards. Avec les 5 milliards, on ne peut pas créer de grandes entreprises. Et avec le temps, on ne peut pas avoir de la richesse rien qu'en se partageant cet investissement, les recettes issues de cet investissement-là, parce que je vous le dis, il y a beaucoup de grands projets au Togo ici qui sont venus juste avec 2 milliards, mais qui partent chaque mois avec plus de 100 milliards comme recettes. Et donc, nous-mêmes qui sommes la population locale, nous croisons les doigts, les bras, nous crions qu'on n'a pas les moyens, et au même moment, c'est d'autres qui bénéficient de ce que nous devons bénéficier. Et ça, c'est dommage. Alors ça, on le disait tantôt, c'est déjà une question de culture. Et maintenant, quand on ajoute à ce manque de culture d'investissement, la crise, tout se complique. Finalement, vous qui êtes dans le domaine et qui savez lire des opportunités derrière les crises, comment amener les gens à pouvoir prendre conscience de ce fait-là? Bon, je dirais premièrement, nous, on fait de la sensibilisation. Mais la sensibilisation est insuffisante. C'est un travail que le gouvernement doit prendre à bras le corps. En faisant quoi? En mettant en place des mécanismes et des garanties pour que la population puisse être rassurée. D'abord, comme vous l'avez dit, nous sommes issus d'un système colonial où on nous a rabâché l'oreille à longueur de journée que nous sommes pauvres, on est pauvres, on est pauvres. Déjà, avec cette façon de faire, nous avons cultivé ce que nous appelons l'attitude du pauvre. Ouais. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui a un peu de moyens aujourd'hui pense pouvoir le garder pendant longtemps sans y toucher. Alors que quand tu fais comme ça, tu ne peux rien faire avec. Tu finis par le dépenser dans des trucs pas bien, voilà, dans des futilités. Et donc, il serait plutôt mieux qu'on nous éduque à investir, ne serait-ce que la petite partie de ce montant-là dans un business, mais qui peut rapporter demain. Aujourd'hui, vous pouvez investir, ça peut ne pas apporter aujourd'hui ni demain, parce que les vrais investissements ne sont rentables qu'à partir de 3 ans. Ouais. Voilà. Donc la crise, aussi, il faut beaucoup de patience. Oui. La crise devrait plutôt nous diriger vers là. Pourquoi je le dis? Parce que si on observe très bien tous les pays développés au monde, on va voir qu'ils ont des champions locaux. Oui. Voilà. Si on prend la Chine, vous allez voir les Jack Ma et autres, ils sont des milliardaires, plein de milliardaires. C'est eux qui reviennent investir même pour attirer la jeunesse vers cette façon de faire autrement les choses. Si vous prenez par exemple les États-Unis, là on ne compte pas les milliardaires. Et donc nos pays semblent lutter contre la pauvreté en faisant des autres dans d'autres pays, en faisant des milliardaires dans d'autres pays. Et donc, il y a aussi cette façon de lutter contre ceux qui se battent sur le plan local. Et je dis, ça, c'est une faute professionnelle que nos gouvernants ont dans nos pays africains. Je veux développer juste en disant que, prenons une microfinance. Il y en a plein qui ont fermé. Pourquoi ?
on va nous dire qu'ils font de la mauvaise gestion. D'accord. Quand quelqu'un fait de la mauvaise gestion, on fait quoi? Il faut lui envoyer quelqu'un qui peut mieux gérer et qui ne va pas dilapider également les fonds. Mais est-ce qu'on a ces champions-là aujourd'hui? La question se pose parce que lorsque cette microfinance, qui avait plutôt peut-être 100 employés et qui a amassé peut-être, je ne sais pas, 1 milliard ou 2 milliards ou bien 500 millions auprès de la population, lorsqu'on vient fermer cette microfinance, c'est la population qui en pâtit. Voilà. Et donc, il suffisait simplement que l'État prenne des mesures, qu'on vienne, on bloque par exemple le compte de cette structure, qu'on mette un administrateur, quelqu'un qui est honnête, je dis bien quelqu'un qui est honnête, et qui prenne la relève, qui gère peut-être sur 5 voire 10 ans, le temps que la structure ne reprenne et qu'on mette quelqu'un en place pour que cette structure puisse continuer. Je vois très bien en France que quand une entreprise veut fermer, l'État français n'accepte pas. Et on l'a vu encore pendant cette crise de coronavirus. C'est des milliards et des centaines de milliards d'euros qui ont été mobilisés pour sauver, par exemple, Air France. Mais pourquoi nous ne faisons pas la même chose chez nous? Nous avons copié le capitalisme à l'occidental, mais nous la pratiquons sauvagement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de champion local. Il n'y a pas quelqu'un au Togo ici qui peut dire « Moi, j'ai fait de l'entrepreneuriat local et aujourd'hui, je suis un champion que l'État peut aller vendre en France, que l'État peut aller vendre en Chine, que l'État peut aller vendre ailleurs. » Non, ceux qui sortent un peu la tête du lot, on ne les protège même pas. Qu'est-ce qui arrive à la fin? C'est les Chinois qui copient leur modèle et qui multiplient le produit de telle manière que notre champion local devient même quelqu'un qui commande pour manger. Et je ne le dis pas seulement pour accuser le gouvernement, non. Moi, je fais des propositions et je demande à l'État de prendre à bras le corps cette histoire d'investissement local. Ce n'est pas tant faire appel aux investisseurs étrangers de venir prendre Togocel, de venir prendre Sotoko, devenu SNPT, de venir prendre tel. Non, ça suffit comme ça. Il y a plein d'entreprises, par exemple, qui travaillent avec Sotoko, devenu SNPT, non? La nouvelle société cotonnière du Togo, voilà. Et donc, on pouvait mobiliser tout ce monde-là, toute cette entreprise-là, à contribuer à racheter des parts dans ce Togo. Et ces entreprises vont mettre en place peut-être un administrateur ou bien un directeur général que eux ils vont contrôler. Quand c'est devenu privé, il n'y aura plus la gabégie financière comme cela était quand c'était du côté de l'État. Et aussi, il faut que l'État apprenne aussi à punir sévèrement ceux qui sont dans cette logique de dilapider des fonds de l'État, de voler les deniers publics. Parce que sans l'impunité, même le plus honnête des Togolais deviendra faux. Il faut qu'on commence par punir sévèrement. Voilà. Alors, vous avez donné quand même un bel exemple quand on voit ce que fait l'État lui-même en matière d'investissement. Lorsqu'il y a par exemple des sociétés en difficulté, on va d'abord chercher des capitaux étrangers, on n'ouvre pas aux capitaux nationaux. Mais dans ces conditions, comment vous voulez amener les gens à pouvoir investir quand la tête ne donne pas l'exemple déjà? Dans ces conditions, nous on dit que on n'est pas dans une logique de critiquer pour critiquer. On veut donner l'exemple. Et c'est ce qui nous a amené à lancer l'initiative Sauvons nos banques, qui est devenue FIP INABI, Fonds d'investissement populaire. Voilà. Donc, avec le Fonds d'investissement populaire, notre ambition, c'est quoi? C'est d'arriver à avoir suffisamment d'argent, puisque l'argument que le gouvernement utilise, c'est, en faisant appel à ces investisseurs étrangers, c'est de dire que oui, voilà, on n'a pas suffisamment d'argent dans le pays, et donc on cherche des étrangers qui ont suffisamment de moyens pour reprendre la structure. Par exemple, dans le cas de Togocom, ils nous ont dit qu'ils doivent investir des centaines de millions sur 3, 4, voire 5 ans. C'est ce qu'ils nous ont sorti. Alors, imaginez que FIP INABI arrive aujourd'hui à rassembler ne serait-ce que 100 milliards parce que les Togolais ont compris et ont commencé par contribuer. Avec les 100 milliards, quand l'État lance son appel, il dit, bon, je cherche un investisseur. Si FIP INABI se présente, il dit, bon, nous, on est des Togolais et on est issus du peuple. C'est apolitique, il n'y a pas de coloration, rien. Nous, on est venus, on a la capacité nécessaire pour gérer cette structure.
on a les moyens également, on est là, on veut participer à la compétition. Je ne pense pas qu'ils vont nous dire comme ça, non. Mais si on reste toujours, chacun dans son coin, à se plaindre, à crier à quoi bon nous semble, c'est en ce moment que nous sommes en train de jouer au dilatoire. Et là, l'État aura toujours cet argument-là à dire que oui, nous n'avons pas les moyens, donc on ne peut pas. On ne peut pas. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je dis bien, si 1 million de Togolais, mais ne serait-ce que 5 000 francs CFA dans la cagnotte, ça fait 5 milliards. Sur 12 mois, on est dans les combien? On est dans les 60 milliards. Donc sur 2 ans, on a combien? Et je donne l'exemple des grandes entreprises, que chacun aille chercher le truc là, comment on appelle ça, ce qu'on publie à la Chambre de commerce juste après la création de l'entreprise. Le nom m'échappe. Que chacun aille chercher ce document-là des grandes entreprises pour voir quel est leur capital, avec combien ils viennent. Prenez celui de Simtogo, prenez celui de la BB, prenez celui de la SNB, toutes les grandes sociétés que nous avons au Togo. Vous allez chercher à voir. Leur capital ne dépasse pas 10 milliards. Et donc, nous ne sommes pas quand même incapables de mobiliser ce montant-là. Mais nous avons démissionné. Et quand on a démissionné, on fait comment? La nature ayant horreur du vide, on continue par confier les choses aux étrangers. Et c'est là où nos enfants vont souffrir. Parce que si moi, aujourd'hui, j'ai un emploi, demain, j'ai 3 enfants, mes 3 enfants ne peuvent pas venir me remplacer dans mon seul emploi, non? Ils sont obligés de chercher 3 emplois. Voilà là où se trouve le problème. Et on a tellement de chômage aujourd'hui, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors maintenant, aujourd'hui, il appartient donc, selon vous, à chacun de comprendre que on doit pouvoir investir. Mais là, on parle ici, votre initiative, il est là, c'est le Fonds populaire d'investissement. En même temps, de façon individuelle, est-ce que chacun peut être un investisseur? Et dans quoi exactement? Oui, chacun peut être un investisseur. Et ça, nous l'encourageons fortement. D'ailleurs, quand nous avons lancé FIP INABI, on a lancé également un appel à projets où on a actuellement plus de 70 jeunes porteurs de projets qu'on est en train d'accompagner pour finaliser leur business plan et les accompagner en les finançant pour qu'ils puissent se développer. Ceci dit, il faut que chaque individu puisse investir. Mais le problème majeur à ce niveau-là, c'est la capacité financière. Au niveau individuel, les gens n'ont pas suffisamment d'argent pour investir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont des projets, ils amènent ces projets-là dans des grandes institutions à la recherche de financement. Or, la plupart des institutions, de ces grandes institutions qui financent aujourd'hui, sont à la quête de nouvelles idées. Parce qu'ils sont déjà en panne dans leur pays. Et donc, ils cherchent de nouvelles idées pour innover. Et donc, quand vous amenez vos dossiers, ils étudient, mais ils piquent les bonnes idées qu'ils envoient en métropole. Bon, toi, par exemple, tu portes un projet, waouh, tout le monde a dit oui, ton projet là, c'est impeccable, voilà. Ils te donnent peut-être un 3 millions comme financement. Tu jubiles ici. Pendant ce temps, on a mis à la disposition d'un jeune, peut-être français ou chinois, 3 milliards pour le même projet. Jusqu'à ce que toi, tu ne commences pas à mettre en place tes équipements artisanaux pour produire, je ne sais pas, dans des conditions catastrophiques, ton produit. Ils ont sorti un produit que quand toi-même tu vois, tu démissionnes en même temps. Tu dis, je ne peux plus continuer parce que ce que l'autre a sorti, ça me dépasse. Voilà. L'honnêteté intellectuelle est dedans, on arrête. Et donc, voilà ce qui se passe. Et donc, la plupart des programmes qui accompagnent aussi les jeunes au Togo, moi je dis, c'est des programmes qui financent au rabais. On nous sous-estime, on ne nous fait pas rêver. Je parle au nom de la jeunesse togolaise, on ne nous fait pas rêver. Je parle au nom de la jeunesse africaine, on ne nous fait pas rêver. Pendant que les Occidentaux mettent des milliards à la disposition de leurs entrepreneurs et en font des mastodontes, nous on met 2 500 000 à la disposition de nos entrepreneurs. Et quoi encore? On te dit, mon ami, tu dis, je veux faire la pub. On dit, hey, toi, tu ne peux pas circuler pour le faire, sors ça dans ton budget. Je veux payer un moyen de déplacement. On dit, pourquoi? Toi-même, tu ne peux pas le faire, sors ça dans ton budget. Au finish, le jeune, il fait quoi? Rien. On ne nous fait pas rêver. On nous punit. Parce qu'avec les 2 500 000, peut-être qu'on va lui remettre, il s'endette. Et après, il doit courir dans tous les sens, chercher un boulot, faire ceci, faire cela, pour rembourser cette dette-là.
Et donc, on ne nous fait pas rêver. Moi, je ne suis pas un partisan des subventions, non. Je suis un partisan de l'accompagnement technique surtout et aussi de l'accompagnement financier sous forme de capital. Plutôt que de donner des prêts à des jeunes entrepreneurs, il faut les accompagner au capital et c'est ce que veut faire le FIP INABI. Donc nous encourageons les investisseurs personnels, c'est-à-dire individuels, à faire ce qu'ils peuvent faire. Mais nous devons savoir que seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Voilà. Est-ce que côté INABI, c'est vrai qu'on a commencé dès le départ à faire un petit bilan. Est-ce qu'aujourd'hui, vos attentes sont encore très loin d'être comblées? Très, très, très loin. Très, très, très loin parce que nous avions beaucoup de prospects qui étaient prêts à rentrer. Et donc, juste en début d'année comme ça, on a vu des gens nous dire, oui, il y a élection présidentielle, donc on ne veut pas pour le moment. Et la crise est rentrée dedans. Donc, jusqu'aujourd'hui, on n'est que 267 membres en tout pour ce FIP INABI. Et donc, les moyens mobilisés sont très, très maigres. Et donc, est-ce que ça aussi, c'est pas un peu une particularité togolaise, je dis, d'avoir tellement peur? Chaque fois, on se dit, bon, il y a élection, je peux pas investir, il y a crise, je peux pas investir. On a toujours une excuse quelque part. Et oui, c'est ça le problème, pas seulement au Togo, mais en Afrique. Et je pense que c'est des arguments. C'est des arguments qu'on cherche toujours pour ne pas agir. Et on est dans cette logique-là d'accuser l'autre, d'accuser le gouvernement, d'accuser tel. Non, quand on accuse, il faut proposer. Et proposer veut dire faire des petits sacrifices. Si on a mis la barre, par exemple, à 5 000, c'est pour éviter que les gens nous disent, voilà, je n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai des difficultés. Non. Pendant ce temps, les gens boivent de la bière à plus de 10 000, 20 000 par mois. Pendant ce temps, les gens mettent de l'argent dans des trucs farfelus, excusez-moi le terme. Des gens investissent même dans des trucs où on prend leur argent pour venir racheter nos banques, racheter nos structures et on les emploie. Ils n'ont même pas de dividendes par rapport à ça. Mais ils sont fiers de le faire parce que c'est porté par un étranger. Mais je peux dire aussi que la colonisation a joué beaucoup. On nous a formatés et réinstallés. Il va falloir également que vous, surtout les médias, les journalistes, que vous nous aidiez à refaire cet formatage-là dans le bon sens. Parce que beaucoup ne comprennent rien du tout. Tout ce que je raconte, pour certains, c'est des balivernes. Bon, ils vont laisser-le, il est en train de rêver, on a besoin des étrangers, on a besoin de l'argent des étrangers. Oui, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de l'argent des étrangers, mais il faut quelque chose de local auquel on va ajouter celui des étrangers pour bâtir. Sinon, s'il faut prendre juste dehors pour faire, on ne fait rien. Parce que ce qui sort chaque année dépasse ce qui arrive. J'ai dit, les grandes entreprises ont investi approximativement comme capital autour de 2 milliards jusqu'à 10 milliards. Mais ils sortent de ce pays plus de 100 milliards par mois. Est-ce que vous voyez déjà la différence? Si c'est nous, Togolais, qui avons investi les 2 milliards et qu'en fin de mois, on a 100 milliards à se partager, est-ce qu'on allait encore créer la crise? Non. Chacun pouvait avoir la villa qu'il cherche à construire depuis. C'est compris, Muntu Kokou Chamsi. Merci à vous d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie et je profite de l'occasion pour saluer les fidèles téléspectateurs de votre chaîne. Merci beaucoup, initiateur du Fonds d'investissement populaire et premier gérant donc, de la société d'investissement INABI, également directeur exécutif de l'ONG ASDI. On va marquer tout de suite la pause et juste derrière, on passe à regard croisé.